Qui n'a jamais rêvé d'argent facile? Qui n'a jamais rêvé de gagner beaucoup d'argent sans trop lever le petit doigt? Bien, je plaide coupable. Je suis effectivement coupable d'avoir moi aussi rêvé de gagner plus en travaillant moins. Mais la réalité m'a salement rattrapée. Dans la vie, souvent, c'est comme ça. Les choses arrivent rarement sans suer du front. D'ailleurs, je n'ai jamais autant travaillé depuis que je suis sur YouTube. J'ai presque dit adieu à ma vie sociale, mais on n'est pas là pour parler de moi, nous sommes là pour parler de Shona. Lorsqu'elle a vu quelle somme folle elle pouvait gagner en posant dans le plus simple appareil, elle s'est engouffrée dans la brèche, sans savoir que dès son premier shooting, son temps sera compté puisqu'elle mourra seulement 2 ans plus tard, après une fulgurante descente aux enfers. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Shona Grant. Comme toujours los amigos, sachez qu'un petit like pour la force et un petit commentaire pour aider au référencement de cette vidéo seraient les bienvenidos. La petite Colleen Marie Applegate, puisque oui, elle ne s'appelle pas Shona Grant, ce n'était là qu'un nom de scène, donc je vais l'appeler par son vrai prénom, comme elle ne s'est surnommée Shona qu'une infime partie de sa courte vie. Donc, Colleen voit le jour le 30 mai 1963 à Bellflower, en Californie, mais elle a passé la plus grande partie de son enfance à Farmington, une petite ville du Minnesota. Elle est bien née, voilà, sa famille est aisée, elle est l'aînée de 5 enfants, son père est directeur au sein de la Central Telephone Company du Minnesota. C'est une enfance sage, c'est une petite américaine typique, vivant dans une petite ville américaine typique, mais à l'adolescence, elle change du tout au tout. Elle devient angoissée, plus sombre et lunatique. Elle s'isole de plus en plus, ses parents ont du mal à communiquer avec elle, elle semble les rejeter, à ses yeux, ils sont vieux, ils ne comprennent rien à rien, et bientôt, c'est leur autorité qu'elle va rejeter. Et c'est véritablement au lycée que cette période un peu dark a commencé. Avant, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle était heureuse, du moins elle le semblait. Elle était entourée d'amis. Mais au lycée, elle a complètement basculé. Elle, qui était une bonne élève, voilà qu'elle se détourne de ses études et ne va plus au lycée que pour faire acte de présence. Les devoirs, elle n'aime pas ça, alors elle ne les fait pas, au plus grand dam de ses parents qui ne savent plus quoi faire pour la canaliser. Ce qui l'intéresse, c'est le baseball et aussi et surtout le cheerleading. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle daigne encore mettre les pieds à l'école. Il faut dire qu'en grandissant, la jolie petite blonde est devenue une magnifique adolescente. Elle avait le profil parfait pour être cheerleader, comme dans les films. Elle est grande, elle a de beaux yeux bleus, elle est fine, élancée, elle a un visage d'ange, d'adorables taches de rousseur et un sourire radieux, sans compter qu'elle est athlétique. Elle fait tourner les têtes de ces messieurs et ce n'est pas pour lui déplaire, c'est une séductrice en herbe et aussi, il faut le dire, elle est de celles qui sont incapables de rester seule. Elle préfère être mal accompagnée qu'être seule. Néanmoins, elle ne saute pas d'un garçon à l'autre au lycée. Elle rencontrera un certain Mike et elle restera avec lui tout de même quelques années. La voilà de plus en plus rebelle, elle sort le soir, ses parents ne sont pas démissionnaires pour autant, ils ne savent juste pas comment réagir, ils ne savent pas quoi faire. De nature assez doux et calme, lorsqu'ils se retrouvent face à leur volcanique progéniture, ils sont complètement dépassés. Ils ont beau exiger d'elle ceci ou cela, aussitôt que ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Colleen a un caractère bien trempé et elle n'en fait qu'à sa tête. Elle fait le mur, fait la fête, son sac d'école n'est jamais ouvert lorsqu'elle est chez elle. Ses parents doivent lutter chaque matin pour qu'elle aille à l'école. Elle semble avoir d'ailleurs une autre passion, c'est l'école buissonnière. Mais Colleen a beaucoup de chance, ça fuse là-haut. Aussitôt qu'elle entend quelque chose, elle le retient. Alors, c'est sans trop de difficultés qu'elle obtiendra son diplôme de fin d'études. Elle vient alors de fêter ses 18 ans et nous sommes en 1981. Enfin, elle est libre et ne comptez pas sur elle pour aller à l'université, pour faire une formation, pour aller travailler. Non,
et ses parents n'en peuvent plus de la voir ne rien faire du matin au soir. Mais Colin se fiche de ce qu'ils peuvent bien penser. Ça hurle souvent chez les Applegate et Colin finit souvent par claquer la porte pour rejoindre son petit ami. Et ses parents ne comprennent pas pourquoi elle est si en colère et pourquoi elle semble si malheureuse. Après tout, ils lui ont tout donné, de l'amour, une éducation, elle n'a jamais manqué de rien, mais il n'y a rien à faire. Elle semble ne jamais sortir de cette sorte de crise existentielle. Ses parents se rassurent, se disant que c'est là la fameuse crise d'adolescence et que ça finira par passer. Mais la voir ne rien faire après son bac, c'est trop. C'est hors de question. Qu'elle fiche en l'air son avenir, ok, mais si elle veut continuer à vivre sous leur toit, ils exigent d'elle qu'elle se trouve un emploi. Colin n'a pas envie de travailler, mais elle n'a pas vraiment le choix. C'est ainsi qu'elle décroche un poste de caissière, mais elle va vite laisser tomber. C'est dur, ça ne l'intéresse pas, ça paye mal. Elle préfère abandonner. Et là, trop c'est trop pour le papa. Philippe, en tant que directeur, il va lui dégoter sans difficulté un petit boulot de commis de réparation dans la compagnie de téléphone dans laquelle il travaille. Et au début, tout a l'air de bien se passer. Colin semble enfin vivre paisiblement. Elle a un petit boulot, elle est toujours avec le même amoureux, Mike Marcel, un jeune du coin, le fameux amoureux de lycée dont je vous parlais. Et alors que tout semble aller pour le mieux, voilà Colin qui décide, une poignée de mois plus tard, de laisser tomber son job. Cette petite vie pépère, à l'image de celle de ses parents, très peu pour elle. Colin, c'est une rêveuse, elle aspire à faire quelque chose qui la passionne, et dans le fond, elle est toujours autant rongée de l'intérieur par un mal, le genre de mal invisible qu'il est difficile de décrire. Il est dans le cœur, dans l'estomac et dans la tête. S'est-il passé quelque chose ou non? En tout état de cause, elle décide en décembre 1981 d'en finir. Pour ce faire, elle va utiliser le traitement qu'elle avait reçu pour la sinusite qu'elle avait eue quelques semaines auparavant. Elle va s'en sortir, mais il va se passer deux choses qui vont la pousser à fuir la ville. La première, c'est que ses parents n'en parlent pas. C'est tabou. Ils ne savent en réalité pas quoi faire, ni quoi dire. Et bien sûr que ça les préoccupe. Mais comment en parler? Ils vont néanmoins prendre rendez-vous dans une structure d'aide et c'est ensemble qu'ils assisteront à une séance de groupe. Mais personne ne parle de rien, alors cette séance sera la première et la dernière. Et la deuxième chose, c'est que le geste de Colin, ce qu'elle a fait avec son traitement pour la sinusite, c'est ébruiter dans toute la ville. Une ville d'environ 4000 habitants. Le genre de ville où tout le monde se connaît, alors on parle dans son dos, on la regarde, on se murmure des choses juste sous son nez. Colin n'en peut plus, elle étouffe toujours plus, alors ça, plus tout le reste, elle décide de partir. Elle va plier bagages à la vitesse de la lumière en mars 1982 avec son petit ami Mike Marcel. Les deux décident de se rendre à Los Angeles, en Californie. Elle n'a pas encore 19 ans. Elle va les avoir le mois prochain. Avec le peu d'argent qu'ils ont en poche, ils se dégotent un petit appart. Voilà, ne manque plus qu'à trouver du travail. Ils se disent que ça va être rapide et facile. Après tout, ne dit-on pas qu'à LA tout est possible, que le monde s'offre à vous là-bas? Eh ben non. Malgré leurs recherches, Colin et Mike ne trouvent rien. Et voilà que seulement quelques semaines après leur arrivée, Mike tombe un jour sur une annonce de la World Modeling Agency qui recherche des mannequins de corps. Super! Il a justement une petite amie et canon, alors il va proposer à Colin d'y aller et de l'accompagner. Colin se dit que pourquoi pas, poser en maillot de bain, tout ça, ça la branche bien. Si elle décroche le job, ce serait une façon sympa de gagner de l'argent. Et en se présentant à l'audition, Jim South, le directeur, est aussitôt impressionné par Colin. Et il est impressionné, il faut le dire, par son côté girl next door. Elle ressemble à une fille du pays, elle est jeune, pas du tout habillée à la mode, comme les wannabe mannequins. D'un seul coup d'œil, il comprend qu'elle vient d'ailleurs, d'une petite province. Il décide de l'embaucher sur le champ et d'organiser sa toute première séance photo, et pas avec n'importe qui, avec un photographe très connu, J. Stephen Hicks,
qui a beaucoup collaboré avec des magazines, disons, olé olé. Colin comprend que la séance photo sera elle aussi olé olé. Ok, c'est une séductrice, mais c'est pas trop son truc ce genre de choses. Mais bon, il faut bien manger et elle se dit qu'elle sera soutenue par Mike qui l'accompagnera, alors elle se lance. La séance photo se passe bien. Waouh, se dit Colin lorsqu'elle reçoit son chèque, une belle somme rondelette gagnée en 2 temps 3 mouvements, c'était d'ailleurs plutôt soft. Et comme elle est aussitôt repérée, les propositions affluent et c'est ainsi qu'elle va enchaîner les séances photos en tenue d'Ève. La voilà qui apparaît dans de nombreux magazines, toujours à la vitesse de la lumière. Elle va d'ailleurs tenir au courant ses parents, dire par téléphone à sa mère qu'elle vient de décrocher un job de mannequin et qu'elle gagne 100 $ par jour. Mais bien sûr, elle se garde bien de lui dire la réalité. Elle parle de mannequinat, disons, classique. Mais son manager, Jim South, lui conseille de vite arrêter ce genre de photos. Ok, c'est bien pour se faire remarquer, mais si elle continue, ce sont toutes les autres portes de l'industrie du divertissement qui se fermeront. Or, elle a un profil qui peut justement ouvrir nombre de portes. C'est ce côté jeune première du Midwest qui pourrait plaire. Et là, selon lui, elle est juste en train de tout bousiller. Il lui dit qu'une fois qu'elle aura posé pour toute la presse spécialisée, il ne lui restera plus que comme issue des films, disons pas très catholiques. Il dira plus tard, je cite, « Vous savez, vous prenez une jeune femme typique qui a l'habitude de travailler chez McDo ou dans un magasin de chaussures, où elle a l'habitude de gagner un salaire minimum, et soudain, on lui donne l'opportunité de se maquiller et d'être devant des gens qui lui disent qu'elle est belle et de gagner autant d'argent en une journée qu'elle gagnait en 3 semaines, eh bien, elle change. Elle change et c'est triste. » Mais Colin se moque de ses conseils, d'autant plus que bientôt on lui propose des sommes folles si elle accepte des séances toujours plus suggestives. Et si financièrement tout se passe bien, malheureusement, sentimentalement, c'est la bérésina. Rien ne va plus avec Mike. Il se dispute souvent, lui se sent inutile, il n'arrive pas à décrocher de job, il a le mal du pays, alors il décide de claquer la porte 2 mois seulement après son arrivée afin de retourner vivre à Farmington. Et de retour à Farmington, il décide de s'engager dans l'armée, mais avant de partir, il va faire un petit cadeau à son ex. Il va balancer à tout Farmington la nouvelle activité de Colin. Et c'est ainsi que Karen et Philip Applegate, les parents, apprennent dans quoi s'est lancée leur fille. Et ils sont effarés, mais effarés. Ça, jamais ils n'y auraient pensé. Voilà les Applegate devenus la risée de tout Farmington. Et ils le vivent très très mal. Déjà, ils ont honte. Avant ça, la famille était très respectée dans la ville, elle était estimée. Et aussi et surtout, savoir Colin seule à LA, aussi jeune et dans un milieu probablement néfaste et dangereux, ils ont peur. Et sachez d'ailleurs pour la petite histoire que des journalistes essaieront plus tard d'interviewer Mike au sujet de Colin. Il n'a jamais daigné répondre à leurs questions, insistant sur le fait qu'il ne se souciait plus d'elle, qu'elle était du passé pour lui. Mais la réalité, c'est qu'il a eu bien trop honte. De 1, c'est lui qui l'a lancé dans cette activité, et de 2, comment justifier de tout balancer à son retour? Ça n'a fait que jeter l'opprobre sur la famille Applegate. Et donc, après avoir appris la vérité, en l'occurrence de la bouche d'une amie de Colin restée à Farmington, les parents décident aussitôt de s'envoler jusqu'à LA. Ils s'en vont frapper à la porte de la World Modeling, l'agence où est Colin, pour être certains que c'est vrai ce qu'on leur raconte. Et Jim South ne va pas hésiter à leur dire que oui, c'est vrai. Il va même montrer le portfolio de sa fille aux parents, ils insistent pour le voir. Et Phil se souvient, donc Phil c'est le surnom du papa, Philippe, avoir ressenti une colère intense, mêlée à un sentiment d'impuissance. Il a dit, je cite, « J'étais furieux qu'il l'ait escroqué, qu'il l'ait utilisé. Je pense que les jeunes de 18 ans avec des étoiles dans les yeux, si vous leur montrez assez d'argent, il n'y a pas grand-chose qu'ils ne feront pas. Ils leur feront rentrer dans leur esprit qu'après tout, ce n'est pas si mal. » Et c'est justement ce que pense Colin. Elle acceptera de suivre ses parents jusqu'à Anaheim, dans la maison de sa grand-mère. Elle ne sait pas pourquoi, elle pense que c'est
pour passer un petit moment en famille. Mais en réalité, ce que veulent les parents, c'est avoir une explication avec elle. Et c'est chez la grand-mère qu'ils vont confronter leur fille, qu'ils lui disent tout savoir sur ses activités de, entre gros guillemets, mannequin. Et ils vont insister pour qu'elle arrête tout. Mais Colleen refuse. Elle claque même la porte et elle ne leur parlera plus pendant 2 mois. Et les pauvres seront fous d'inquiétude. Et puis, dans un sens, c'est trop tard. Ignorant les avertissements de ses parents et de Jim South, son manager, elle décide de tourner son premier film. Disons, voilà quoi, on s'est compris. Et elle changera de manager par la même occasion. Et donc son nouveau manager lui conseille de changer de nom pour un nom, je cite, plus classe. Colleen Applegate, c'est trop près, elle va suivre ses conseils et même suivre sa proposition de nom. Désormais, elle se fera appeler Shauna Grant. La voilà sur le tournage, on lui a promis la somme rondelette de $300, mais du haut de ses 18 ans, presque 19, elle n'a pas réalisé les choses. Et ce jour-là, elle se rend compte que tourner, ça lui fait horreur. Elle déteste ça. Elle se sent sale, elle se sent humiliée et elle se rend compte que c'est loin d'être aussi facile qu'elle le pensait. Mais aussitôt, les $300 en poche, elle se dit que dans la vie, no pain, no gain, on n'a rien sans rien. Alors, bon, la vie continue. Et voilà qu'à la vitesse de l'éclair, mais tout se fait à une vitesse hallucinante dans sa vie à ce moment-là, elle devient une star montante de cette industrie. De $300, elle passe à $1 500 de cachet. Bientôt, elle a sa propre maquilleuse, une collègue de tournage, une certaine Laurie Smith, âgée de 27 ans, avec qui elle a déjà tourné. Laurie Smith qui deviendra d'ailleurs sa meilleure amie, sa véritable confidente là-bas. Et ce qui fait son succès, au-delà de sa grande beauté, c'est l'innocence qu'elle dégage. Tu m'étonnes, elle l'était innocente. On parle quand même d'une gamine de 18-19 ans. Et puis, l'argent, les hôtels de luxe, les limousines, tout ça, ça lui fait tourner la tête. Et d'une certaine manière, ça compense un peu. Mais c'est toujours le même problème pour Colleen. Les tournages, elle en a horreur. Mais horreur au point où elle ne va pas tarder à suivre les conseils de ses costards. La poudre sur le visage pour se faire belle, c'est bien, mais dans le nez, pour supporter l'insupportable, c'est mieux. Et c'est simple, sans ça, Colleen est tout simplement incapable de tourner. N'importe quel moyen d'ailleurs est bon pour qu'elle se sente ailleurs dans ces moments-là. Elle n'était tout simplement pas faite pour ça. C'était au-delà de ses limites. Durant cette période, Colleen appelait régulièrement sa famille et sa famille était reconnaissante qu'elle les contacte, surtout après les 2 mois de silence, alors Karen et Philippe évitaient de parler de ce délicat sujet qu'est son travail. Sa popularité grandit de jour en jour. Après une vingtaine de films, en seulement quelques mois, elle aura des nominations dans les cérémonies les plus importantes du milieu. Mais malgré son succès et sa beauté époustouflante, les producteurs vont commencer à se passer le mot. Ne l'employez pas. En plus de sérieusement manquer d'enthousiasme pendant les tournages, elle use et abuse de farine. Elle est intenable et difficile à gérer. Dans le milieu, elle a même été surnommée Apple Cook. Ce qui est vrai. Voilà, l'argent, Colleen le veut bien, mais le reste, ça la dégoûte. D'autant plus que durant sa carrière, sa très courte carrière d'actrice, elle tombera enceinte et elle attrapera l'air plus loin, pèse. Et ça, on le garde toute sa vie, me semble-t-il. Et puis, après 1 an d'activité, après avoir tourné dans 30 films, avec 37 hommes différents, après avoir gagné $100 000, aussitôt dépensés en farine, elle décide de claquer la porte. Nous sommes alors en 1983 et elle vient seulement de fêter ses 20 ans. Mais je ne vous ai pas tout dit. Si elle a décidé de claquer la porte, c'est qu'en réalité, elle était devenue la petite amie d'un vendeur de farine. Et la seule raison pour laquelle elle a tourné autant de films, à l'insu de son plein gré, on va dire, c'est juste pour pouvoir se payer sa poudre de noix de coco. Elle en consommait tellement qu'il lui fallait énormément d'argent. Et maintenant qu'elle peut en avoir auprès de son petit ami, un certain Jake Ehrlich, ce n'est plus utile de tourner. Et ce qu'elle veut désormais, c'est devenir une actrice classique et jouer dans des productions pour le grand public.
Mais elle va vite, mais très vite, constater que personne ne veut d'elle avec un passé aussi sulfureux comme le lui avait prédit Jim à l'époque. Et Jake, se rendant compte que l'état de Colleen était de pire en pire, peu de temps après l'avoir rencontrée, il décide de déménager, de l'emmener ailleurs, loin des tentations de LA. Il l'aime sincèrement, alors à ce moment, il se dit qu'il faut à tout prix qu'elle arrête. Il a gagné d'ailleurs assez d'argent pour lui-même tout arrêter. Ils s'en vont vivre dans un quartier chic de Palm Springs, dans un quartier assez familial. Jake achète une belle maison avec piscine et jacuzzi. Il ouvre une boutique d'articles de cuir dont il confie la gestion à Colleen. Il espère ainsi la faire penser à autre chose, mais malgré tous ses efforts pour la faire arrêter, eh bien, Colleen n'y arrive pas. Et d'ailleurs, Colleen appelle ses parents à cette époque pour leur annoncer la formidable nouvelle. Elle dit qu'elle a arrêté de travailler dans le milieu. Elle explique qu'elle vit avec son petit ami, qu'elle décrit comme légèrement plus âgée, dans une belle maison de Palm Springs, et qu'avec l'argent économisé, elle a acheté une boutique de maroquinerie. Et comme toujours, elle déforme complètement la réalité. De 1, Jake n'est pas légèrement âgé, il a 44 ans. De 2, ce n'est pas son magasin à elle. Son argent, comme je vous le disais, s'est volatilisé à la vitesse de l'éclair. Ce magasin, c'est celui de Jake. Et enfin, elle ne leur dit pas qu'elle est tombée dans l'enfer de la consommation. Si bien que si ses parents l'avaient vue, ils l'auraient tout de suite remarqué à son visage. Elle était assez marquée. Elle, il y a très très peu d'images de cette période, mais impossible de remarquer qu'elle a 20 ans. Elle fait plus. Mais sachez qu'à l'automne 1983, elle rendra rapidement visite à ses parents, en catimini on va dire, pour ne pas croiser les langues de vipère du voisinage rôder autour de chez elle. Et là, ses parents ont de suite tiqué. Elle qui était si coquette, elle avait une apparence à ce moment négligée. Et lorsqu'elle s'essuyait le nez, il y avait toujours des traces rouges sur les mouchoirs. Alors ses parents lui ont demandé sans détour si elle consommait des substances, ce à quoi elle a répondu que jamais, au grand jamais, elle n'a touché à ça. Et ils l'ont cru. Son père dira plus tard, je cite, « Je l'ai cru parce que c'est ma fille et parce que je voulais la croire, je suppose. » Et voilà que les problèmes du passé rattrapent Jake. Début 1984, le 21 février, soit 10 mois seulement après sa nouvelle vie, il est arrêté pour ne pas avoir respecté sa probation et il est emprisonné. Voilà Colleen, seule et sans ressources. La boutique ne marche pas, de toute façon, elle ne s'y rend plus. Elle est seule à la maison. Et quand je dis sans ressources, pas vraiment, puisqu'elle va commencer à dilapider l'argent de Jake dans ce qui est devenu sa seule et unique passion, à savoir la coco. Et alors qu'elle est sur le point de fêter ses 21 ans, la voilà qui décide de reprendre le chemin des tournages. Pour ses parents, c'est un cauchemar. Ils la supplient de revenir vivre à Farmington. Ils lui promettent de prendre soin d'elle, de lui payer ses études. Mais après avoir hésité, et comme elle vient tout juste d'être nominée à un énième festival, elle décide de reprendre ses activités passées, mais non sans appréhension. Retourner sur ses tournages sordides, elle s'en serait bien passée, mais son nez ne va pas se remplir tout seul. Et d'ailleurs, la pauvre consomme depuis longtemps, et ce du matin au soir, donc ça lui fait un peu perdre la boule. Elle n'est jamais dans son état normal quand elle prend des décisions importantes, alors qu'elle vit toujours dans la maison de Jake, qui est toujours derrière les barreaux, et comme elle est incapable de rester seule, elle s'entiche rapidement d'un autre homme. Et la voilà, le 14 mars 1984, attablée à ce qui est l'équivalent des Oscars, mais version et elle est attablée avec Francis Ford Coppola himself. Lui aussi, pourtant producteur de films grand public, avait été invité à la cérémonie en tant que guest. C'est dire à quel point, à ce moment, Colleen était toujours considérée comme une immense star du milieu pour avoir le privilège d'être installée à sa table. Sans doute a-t-elle espéré une offre de rôle plus classique, mais Coppola n'a jamais une seule seconde envisagé la chose. Impossible, rare, voire quasi inexistante étaient les actrices qui pouvaient se réorienter dans les films mainstream. Non, ce qu'elle aura lors de cette cérémonie, c'est une proposition de film à gros budget, proposition qu'elle va accepter et le tournage est prévu dans seulement 10 jours. Et
Elle accepte donc cette proposition entre deux beuveries. Elle ne savait pas que les choses allaient reprendre aussi vite. Mais quand elle se réveille, les jours qui suivent, chaque matin, c'est l'angoisse. Elle redoute ce tournage. Elle est depuis un moment déjà tombée dans une grande mélancolie. Elle ne s'aime pas, elle a horreur de son quotidien. Elle passe son temps à se critiquer intérieurement, à pleurer aussi. Alors elle se dit que le mieux à faire, c'est d'oublier, de faire la fête. Et c'est ce qu'elle va faire encore et encore les jours suivant la cérémonie. Au point même d'en oublier l'arrivée de son nouveau boyfriend censé lui rendre visite et qui était venu par avion. D'ailleurs, aussitôt arrivé, il va repartir. Colleen est complètement ailleurs, elle n'a plus aucune notion du temps et ses activités de fêtarde ainsi que sa relation avec cet homme arrivent aux oreilles de Jake. Depuis la prison, il l'appelle, il lui dit qu'entre eux, tout est fini et qu'elle a intérêt à quitter sa maison de Palm Springs le plus vite possible. À ce moment, Colleen touche le fond, plus d'argent, plus de logement. Ce film qui arrive, elle repense de plus en plus à la proposition de ses parents. Elle aimerait bien retourner auprès d'eux et retourner à l'école, mais elle sait qu'elle va vivre un enfer à Farmington, dans cette petite ville où le passe-temps favori des uns et des autres, c'est de parler sur les uns et les autres. Et puis si elle va à l'université, avec la carrière qu'elle a eue, ce sera pareil. Elle décide que non. Sa vie n'en sera que plus miséreuse selon elle si elle retournait là-bas, mais tourner ce film qui l'attend, en sachant que le tournage va débuter, elle sait, dans le fond, qu'elle en sera incapable. Ça fait 10 mois qu'elle n'a plus tourné et qu'elle pensait cette corvée terminée, et le temps a fait son œuvre. Cette page, elle le sait, elle est tournée. Elle va donc convaincre une amie de reprendre son rôle, amie qui accepte, et elle va continuer à faire la fête avec sa meilleure amie / ex-maquilleuse, à savoir Laurie. Mais une semaine après la cérémonie, la fête est finie, tout le monde est parti, elle doit, elle aussi, s'en aller. Les festivités qui avaient lieu au Coconut Grove Ambassade Hotel ont pris fin, elle doit donc quitter sa chambre. Elle reprend alors l'avion direction la maison de Jake à Palm Springs. Elle sait qu'elle n'y est plus la bienvenue et qu'elle doit rapidement plier bagages. Là, on peut le dire, plus que jamais, elle a touché le fond. Elle va s'enfermer dans la maison, rester dans le noir. A-t-elle agi sur un coup de tête ou a-t-elle minutieusement préparé les choses? Impossible de le savoir, mais le 23 mars 1984, 9 jours seulement après la cérémonie, elle va se saisir d'une arme appartenant à Jake. Elle va la diriger vers elle et elle va appuyer sur la gâchette. Et son corps sera retrouvé sans vie. Elle qui allait fêter son 21e anniversaire dans seulement 2 mois. Et lorsqu'elle a appris la nouvelle, Karen, la maman, a aussitôt appelé l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de sa fille, et la douce et empathique infirmière au téléphone lui a dit, je cite, « Elle vient de se bip une bip dans la tête, d'accord? Elle est entrée d'un côté et elle est ressortie de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur l'état de votre fille ?» Et c'est les 2 pieds devant, 2 ans après son départ, que Colleen retournera à Farmington, cette ville qui lui faisait horreur pour y être inhumée. Sa famille est inconsolable, surtout ses parents, Karen et Philip Applegate. Tout s'est passé si vite, ils vont énormément culpabiliser. Ils vont culpabiliser n'avoir eu de cesse de la critiquer plutôt que d'essayer de l'aider. Ils estiment rétrospectivement qu'ils ont fait preuve de, je cite, une trop grande rigidité émotionnelle à son égard, et ce depuis son adolescence. Sachez que leur couple ne va pas tenir, les parents vont finir par se séparer. Et Karen, sa mère, déclara plus tard, « Si c'était à refaire, j'essaierais de comprendre ce qui se passe. J'essaierais de la raisonner au lieu de la critiquer constamment, au lieu de l'obliger à faire ce que je voulais qu'elle fasse. » Quant à Philippe, il dira « Je n'étais pas un père facile, mais j'étais pareil avec tous mes enfants. Alors je me demande ce qui a bien pu se passer, et je ne sais pas s'il existait vraiment une solution. » Les parents vont tout de même essayer de retracer le moment où tout a basculé dans la vie de leur fille, et selon eux, le point de rupture, c'était en 2e année de lycée. C'est vraiment à ce moment que selon eux, elle est passée d'une adolescente sage et tranquille, heureuse et bien dans ses baskets, à une adolescente lunatique et agitée. C'est à ce moment qu'elle a laissé tomber ses amis de toujours, et c'est précisément à ce moment qu'elle a commencé à sortir avec Mike Marcel, celui qui plus tard lui mettra le pied à l'étrier avant
de s'en aller lui faire une réputation dans sa ville natale. Avec lui, elle avait commencé à boire, à consommer de la Marie-Jeanne. Après est arrivée sa tentative de vouloir en finir. Karen dira qu'elle n'a pas été capable de communiquer correctement avec sa fille. Elle a dit « on ne parlait pas beaucoup dans la famille » et encore moins des difficultés émotionnelles. Philippe, le papa, regrette aujourd'hui d'avoir vendu les droits sur l'histoire de Colline, mais au moins la famille a une consolation. Ils ont utilisé une partie de cet argent pour acheter une plus jolie pierre tombale à Colline. Karen, quant à elle, préfère conserver des souvenirs joyeux de Colline, comme sa photo de première communion, ses portraits de classe. Ils sont tous dans un placard à l'étage. Et parmi eux se trouvent des lettres de femmes qui disent avoir connu Colline à Los Angeles et qui disent avoir arrêté de travailler dans ce milieu lorsqu'ils ont appris sa disparition. Et l'une de ces lettres, écrite à la main sur du papier ligné, dit, je cite, « Elle m'a sauvé la vie et j'aurais aimé être là pour sauver la sienne. » Et sachez d'ailleurs que sa meilleure amie, maquilleuse, arrêtera elle aussi tous ses excès après avoir appris que sa meilleure amie s'en était allée. Donc, sans doute que dans son malheur, Colline a sauvé quelques vies. Ses parents déplorent que l'industrie continue à se faire de l'argent avec ses anciennes vidéos, bien qu'ils admettent que leur fille s'est elle aussi servie de l'industrie pour obtenir ce qu'elle voulait. Voilà, sachez donc que son histoire a été transposée en film et en téléfilm, dont le plus connu est L'innocence foudroyée de Sandor Stern. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir suivis. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si notre travail vous a plu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Nous sommes présentes sur toutes les plateformes d'écoute. Il fait chaud, j'imagine, là où vous êtes. Alors, buvez de l'eau, encouragez vos proches à boire de l'eau. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous travaillez, bon courage. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.